Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le numéro 21 de 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mercredi 30 septembre et nous sommes en direct, comme tous les soirs, sur Média TV. Tous les soirs de la semaine, vous le savez désormais, nous nous donnons 60 minutes pour comprendre et décrypter l'actualité nationale et internationale. Cette émission, c'est la vôtre. Réagissez sur les réseaux sociaux, page Facebook de Média TV, le hashtag 60MPC sur Twitter. Je ne vous remercierai jamais assez. Vous êtes déjà nombreux à avoir posé des questions sur le sujet d'aujourd'hui. Les experts et observateurs qui ont accepté de venir sur ce plateau aujourd'hui sont Khalid Tritri, vous êtes journaliste, rédacteur en chef du site media24.com. Bonsoir. Bonsoir. Yasser Tsemsamani, vous êtes économiste au sein du groupe OCP et chercheur affilié à l'OFCE. C'est l'Observatoire français des conjectures économiques. Merci d'être avec nous ce soir. Demain, nous serons le 1er septembre et le prix du gasoil sera au Maroc de 7 dirhams 98 et le super de 9 dirhams 43 en léger recul. Donc, encore une fois, vous commencez à y être habitué. Jamais le prix du baril n'est resté aussi bas, aussi longtemps positionné aujourd'hui aux alentours de 49 $. Pourquoi le prix du baril est-il aussi bas? Quels bénéfices et quel danger à long terme? Quel impact sur le Maroc? Quel impact des difficultés de la raffinerie de Mohammedia à la Samir sur le marché marocain? Marché pétrolier, où en est le Maroc? C'est le titre de l'émission de ce soir. La baisse des prix du pétrole, le sujet est plus que jamais d'actualité. Et pour cause, le nouveau lien tissé entre la géopolitique et l'énergie. Chaos en Libye et en Irak, terrorisme au Nigeria, difficultés considérables au Venezuela, difficile de faire pire. Toute pacification ou stabilisation politique fera encore baisser les cours de pétrole. Entre 2014 et 2015, la différence se fait sentir. Le baril coûtait plus de 94 $ en septembre 2014. Il a nettement baissé pour frôler les 50 $ en janvier 2015, après une stabilisation de 3 ans à 110 $ le baril. En revanche, quelques analystes parient sur une remontée des cours, une relation géopolitique pacifiée entre l'Occident et l'Iran, une reprise du schiste américain et d'éventuelles nouvelles tensions au Moyen-Orient pourraient changer la donne. Mais pourquoi les prix ont-ils baissé? D'abord, le ralentissement de l'économie chinoise réduit la demande, puis la hausse rapide de production de pétrole aux États-Unis. De plus, l'Arabie saoudite refuse de baisser davantage sa production. L'Arabie saoudite qui détient d'ailleurs les deuxièmes plus importantes réserves prouvées de pétrole au monde, avec 15,7%, elle vient après le Venezuela qui occupe la première place avec 17,5%. Les troisièmes réserves prouvées de pétrole reviennent au Canada avec 10,2%. Le Canada est suivi de l'Iran avec 9,3%, 8,8% pour l'Irak, 6% pour le Koweït, 5,8% pour les Émirats arabes unis et 6,1% pour la Russie. Viennent après la Libye, le Nigeria, les États-Unis, le Kazakhstan, le Qatar, la Chine et enfin le Brésil avec seulement 1%. Au niveau actuel, les réserves mondiales s'établissent à 53,3 ans de production selon le dernier rapport du BP Statistical Review of World Energy. L'Algérie, l'un des pays qui paie lourdement la chute des prix de l'or noir. Le pays retire des hydrocarbures 98% de ses exportations, environ la moitié de son PIB. La Russie souffre aussi énormément de cette baisse, car la moitié de ses recettes budgétaires sont retirées de l'exportation de pétrole. Le Nigeria et l'Angola sont également touchés. Toutefois, cette baisse profite aux pays importateurs à l'exemple du Maroc, là où les premiers gagnants sont les équilibres macroéconomiques. Bien, alors, ce que je vous propose, c'est que dans cette première partie d'émission, nous fassions nous essayons d'expliquer ce qui est en train de se passer au niveau mondial et d'expliquer la chute des prix du pétrole et de savoir quel impact ça peut avoir au niveau mondial et surtout sur le Maroc. Ensuite, nous parlerons de l'impact sur le Maroc, de la décompensation et enfin de la Samir. Alors, dans un premier temps, on a vu aujourd'hui, on a une baisse du prix du pétrole. Première fois depuis 2009 que le prix du baril passe en dessous de 50 $. Pourquoi une chute aussi brutale, Khalid Tritri? Très simple, au lieu de parler de géopolitique, j'aimerais expliquer par un fait objectif. Il y a eu baisse de la demande alors que l'offre reste très élevée, tout simplement. Comme l'a dit dans le reportage, l'économie chinoise qui est très importante, qui a un impact énorme sur la consommation du pétrole, est au ralenti. En même moment, les États-Unis ont baissé
leurs importations de pétrole. Ils comptent davantage sur leur production en propre, soit en bio, ça veut dire les biocarbures, soit en schiste de pétrole ou de gaz. Donc automatiquement, il y a eu baisse de la demande et l'offre reste la même. C'est comme dans un marché, c'est comme si on parlait de la tomate ou du lait ou autre chose. Il y a trop de production et en même temps, il n'y a pas de preneur. Automatiquement, les prix vont vers la baisse. Ça, c'est le fait objectif. Mécanique, objectif. Mécanique voilà. Si on était dans un marché qui est tout à fait rationnel. Il est rationnel, oui. Quelque part, il est rationnel. Maintenant, il y a certaines analyses qui vont un peu plus loin en parlant de volonté avérée de certains pays d'affaiblir d'autres pays dans le cadre d'une stratégie géopolitique. Vous parlez quoi de l'axe États-Unis Voilà, on parle d'un axe États-Unis-Arabie Saoudite qui cherche à affaiblir des pays qualifiés comme ennemis. On a taxé des analyses, ces analyses-là, de théorie de complot, quoi. On sent un espèce de complot. Parce que la question qui reste posée, c'est pourquoi l'Arabie Saoudite refuse de baisser sa production, ou l'OPEP refuse de baisser sa production, alors que la demande est à la traîne. Dans le passé, les producteurs de pétrole cherchaient toujours ce qu'on appelle un prix d'équilibre. C'est-à-dire qu'un prix qui correspond à la demande et en même temps, ils ajustent ou régulent un petit peu leur production. C'est ce qui passait c'est ce qu'ils faisaient par le passé. Actuellement, c'est plus le cas. Depuis un moment, on remarque une certaine stabilité de la production alors que la demande est en baisse. Et on se demande pourquoi ils ne réagissent pas. Jusqu'à maintenant, pourquoi ils ne réagissent pas. L'OPEP l'a déjà fait 19 fois dans l'histoire de décider de baisser la production. Absolument. En fait, on a l'impression que l'histoire récente se répète. L'histoire récente en fait, la première décennie des années 2000, ce qui s'est passé, c'est que en fait, juste au lendemain de la crise asiatique, les prix ont chuté. À la fin des années 90, les prix ont chuté. Ils ont atteint le 18 dollars environ, en fait, c'est stabilisé autour de 18 dollars le baril de 1999. Et puis, en fait, juste après cet épisode, l'Arabie Saoudite et l'OPEP en général, ils ont décidé, en fait, de stabiliser, via le réajustement de leur production, de stabiliser les prix autour d'un prix, en fait, qu'il est supposé juste pour eux. C'est le prix qui était choisi à l'époque, c'était 30 dollars le baril. En fait, cette stratégie, en fait, de prix juste s'est étalée pendant 2-3 ans, jusqu'à 2003. Et jusqu'à 2003, en fait, la stratégie de l'Arabie Saoudite et de l'OPEP a changé. A changé dans le sens où ils ont laissé filer, en fait, les prix du pétrole. Et du coup, ils ont augmenté jusqu'à atteindre 147 dollars le baril en juin 2008. L'idée, en fait, qu'ils ont laissé filer, c'est la financiarisation du marché pétrole, c'est la croissance, en fait, mondiale qui était autour de 5-6% pendant cette période tirée par les pays émergents. Et puis, en fait, il y a la crise qui est arrivée, donc ça, c'est le premier épisode de l'histoire. On a l'impression c'est la même histoire qui se répète en ce moment, dans la deuxième décennie des années 2000, à partir en fait de 2010 jusqu'à aujourd'hui, mais avec des finalités qui sont différentes. Dans le sens où, après la crise en fait de 2008-2009, la crise du subprime, qui a fait baisser en fait la croissance mondiale, qui a créé de la récession dans plusieurs pays industrialisés. Dans cette période-là, en fait, l'Arabie Saoudite a repris la même stratégie de l'ancien. On a l'impression, en fait, c'est pas déclaré, mais implicitement, on peut en déduire de ses comportements de réajustement de sa demande et de réajustement de sa production par rapport en réaction à ce qui s'est passé dans le monde arabe, la baisse de la production du printemps arabe. Et là, en fait, il a joué le rôle de producteur d'appointe, de tampon. Il a augmenté sa production pour maintenir les prix autour de 100 dollars le baril. En fait, cette stratégie a duré. Pourquoi aujourd'hui c'est pas fait? Pourquoi aujourd'hui c'est pas fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'ajuste pas la production. Même la Russie, où le secteur est nationalisé, la Russie ne fait pas partie de l'OPEP, elle produit essentiellement la Chine. Même la Russie refuse d'ajuster sa production pour faire remonter le prix du baril. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde arrivera à un prix d'équilibre, parce que personne ne peut tenir le cap avec un niveau de pétrole, de prix de pétrole très bas. Même l'Arabie Saoudite ne peut pas le tenir longtemps. On dit qu'elle peut tenir 3 ans à ce prix-là. Au bout de 3 ans, tout le monde arrivera à une situation, disons, d'équilibre. On retourne à, je sais pas moi, à 60 à 70 dollars. Moi, j'ai rencontré le ministre de l'énergie marocain, Amknes, dernièrement. Je lui ai posé la question. Il m'a dit que selon des analyses sur lesquelles lui, il se base, ainsi que le gouvernement,
il table sur une stabilité du dollar, du prix du dollar, sur les 4 ans à venir, autour de 60 $. Donc on est dans une logique de reprise, de légère reprise, jusqu'à atteindre une fourchette de 55 à 60 $ sur les 4 années à venir. Au-delà, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il est clair qu'il y a une volonté de stabiliser le niveau de la demande, le niveau de l'offre plutôt, stabiliser le niveau de l'offre au point de garder un prix du pétrole bas pour des raisons politiques. On arrive à cette constatation, ce n'est pas un fait qu'on peut prouver, mais on arrive à cette constatation grâce justement, ou à cause justement à la réaction de l'Arabie Saoudite qui n'a pas bougé jusqu'à maintenant. À mon avis, en fait, il y a une raison économique qui est très claire. En fait, à un prix de baril inférieur à 50 $, il y a plusieurs producteurs, et notamment des producteurs de pétrole non conventionnés, qui vont sortir du marché. Et du coup, en fait, l'objectif de l'Arabie Saoudite, justement, c'est de gagner des parts de marché en maintenant les prix à ces niveaux qui sont très bas. Et qui sont des prix, en fait, qui ne sont pas... C'est le seul pays qui peut tenir le plus longtemps. Et il faut quand même souligner qu'en janvier 2015, l'Arabie Saoudite a vécu sa pire crise budgétaire de l'histoire. Absolument. En fait, si on compare l'Arabie Saoudite par rapport à l'Algérie et l'Iran aujourd'hui, qui mettent la pression pour que la production baisse et laisser augmenter les prix, en fait, il y a ce qu'on appelle le prix de pétrole qui équilibre le budget de l'État. Et donc le prix d'équilibre en fait, le prix d'équilibre au niveau de l'Arabie Saoudite, en fait, s'estime à environ 60 $ le baril. Alors qu'en Iran et en Algérie, ce prix, ça dépasse les 120 $ le baril. Ouais. Et du coup, en fait, la pression, elle est plus sur l'Iran et l'Algérie que sur l'Arabie Saoudite. Et du coup, l'Arabie maintient sa position de non-baisse de sa production de pétrole. Et encore, en fait, je crois c'est encore pire que l'Arabie Saoudite, en fait, elle triche, entre guillemets. Il y a un indice de tricherie qui est établi par l'OPEP. Il augmente plus, en fait, elle produit plus que ce que lui permet les quotas. Ouais. Et du coup, la production, de fait, elle est supérieure à la production, en fait, à ses engagements. Ce qui fait, en fait, tirer encore vers le bas les prix de pétrole. Et cette situation, je crois qu'elle va durer pendant un certain temps pour cette raison-là et pour d'autres qu'on pourrait en discuter. La spéculation qui est en face de ça, dès qu'on a une annonce du prix, de baisse de prix du pétrole, avec annonce d'exploitation en hausse des gaz de schiste, notamment ou des pétroles non conventionnels, notamment aux États-Unis, ça provoque de la spéculation sur les marchés. Bon, la spéculation... Pardon. Non mais elle dit. Je sais pas, mais... En fait, la spéculation, il y a deux écoles. Il y a une école du Krugman qui nous dit que, en fait, les marchés financiers n'ont pas d'impact sur le marché pétrolier. Le marché pétrolier, c'est un marché physique. Et donc, c'est l'offre et la demande qui déterminent le prix. Et c'est plutôt via la variation du stock et des capacités de stockage que la volatilité des prix s'explique. Maintenant, en fait, ce qu'on voit dans les chiffres, en faisant des régressions très simples, il y a une forte... La causalité n'est pas approuvée dans ce sens entre la financiarisation du marché financier et l'augmentation de prix. Mais en fait, ce qu'on remarque, au moins il y a une corrélation. Plus il y a de financiarisation, il y a en fait d'actifs adossés sur le pétrole qui sont en négociation, plus les prix augmentent ou à la baisse, ça dépend en fait des positions sur le marché financier. Juste pour schématiser, pour que ce soit simple, on spécule lorsqu'on s'attend à une forte demande à l'avenir. Oui. On anticipe une demande à l'avenir. C'est comme une ménagère qui cache de l'or dans la perspective de l'augmentation de son prix pour le revendre plus tard. Donc là, il y a, disons, action de spéculation si les spéculateurs s'attendent à une forte demande dans l'avenir. Là, on est dans le cas contraire. Ils ne savent pas s'il y aura une reprise de la demande dans les 2 ou 3 années à venir, mais il y a une forte production. Donc pourquoi ils vont acheter ? Théoriquement, ils achètent parce que ce n'est qu'un échange sur les marchés. Pourquoi ils vont échanger ou spéculer sur le pétrole, sur quelque chose qui ne va pas se vendre ou sur lequel il n'y a pas de certitude d'augmentation dans les années à venir. Donc c'est pour ça que le marché actuellement, je crois qu'on n'est pas dans une phase de spéculation. Il y a quand même ce phénomène de ce qu'on appelle la couverture. Il y a de la prévente au prix actuel du marché où on s'engage. Ça joue pas, ça aussi, sur Donc, les contrats d'engagement, c'est pas de la spéculation. Ça, c'est un autre mécanisme d'achat. Parce que le prix de pétrole, en principe, il évolue selon le marché. Donc, on s'engage, on prend une option, le hedging, comme on dit. On prend une option dans le temps pour payer un prix stable
pour une certaine durée, assurée par des spécialistes et des experts. C'est trop technique. Mais ce n'est pas de la spéculation. La spéculation, c'est autre chose. Alors, on a Mohamed sur Facebook qui nous pose une question. Est-ce que la chute du prix du pétrole a une relation avec la découverte de schistes bitumineux et d'autres sources énergétiques? On parlait de pétrole non conventionnel. Il y a le gaz de schiste. Il y a aussi les sables bitumineux qui donnent du pétrole lourd. Et puis, il y a aussi les pétroles beaucoup plus lourds que type ce qu'on a au Venezuela. Ça explique la chute du prix du baril? À mon avis, oui. En amont, oui, ça explique l'augmentation de la production. Aujourd'hui, en fait, depuis le début, en fait, la chute du prix de pétrole a commencé, grosso modo, juin 2014. Et depuis, en fait, c'est dégringolé jusqu'à atteindre $48 en janvier 2015. Et donc, cette augmentation, en amont de cette dynamique de baisse du prix de pétrole, il y avait l'augmentation de la production et de l'offre. Et cette augmentation de la production est due à l'exploitation du pétrole non conventionnel, notamment aux États-Unis. Et donc, oui, ça jouait en amont. Mais dorénavant, je crois que ce schéma devrait changer parce qu'en fait, au prix actuel, les gisements non conventionnels ne sont plus profitables. Et donc, ils sont amenés à s'arrêter. C'est le prix, à ce niveau, continue à... En fait, c'est le prix se stabilise à un niveau aussi bas. Ça coûte cher? Le gaz de schiste, on le sait que ça coûte très cher. Je ne crois pas à cette corrélation. Parce qu'il y a eu l'expérience du nucléaire. Et nous vivons actuellement l'expérience du renouvelable. C'est pas parce qu'on peut produire de l'électricité ou peut produire de l'énergie à partir d'un nouveau mode de production que le pétrole va augmenter ou va baisser. Tout dépend de l'offre sur la consommation de pétrole. C'est pratiquement, le pétrole est dans une sphère indépendante de ce qui se passe autour de lui. C'est ce que je crois personnellement, parce qu'il y a eu le choc nucléaire et ça n'a pas eu d'impact sur le prix. Nous avons vécu l'augmentation de la production nucléaire pendant les années 80 et les années 90, et pourtant, le baril a maintenu une certaine croissance en termes de prix jusqu'à le milieu des années, jusqu'à le début des années 2000, où il a commencé à se stabiliser. Donc, dire que la production du schiste agit sur le prix de pétrole, moi je trouve que c'est pas... En revanche, dire que les États-Unis se referment à l'importation du pétrole, là ça a un impact. Parce que c'est un pays, un grand pays consommateur de pétrole, et il a fait le choix, pour des raisons économiques internes, de produire du schiste. Ils inondent le marché intérieur avec leur Maintenant, est-ce qu'il va le produire à des prix supérieurs au prix de pétrole sur le marché international? Ça, j'en doute. Donc, il est là, il l'exploite tant que le prix du schiste, parce que lorsqu'on produit, on calcule le coût de production. Si le coût de production du schiste est inférieur au coût de production du baril au niveau international, automatiquement on va exploiter le schiste. Tant que le schiste est inférieur. Aujourd'hui, on est à 3-4 fois en termes de coût de production du gaz de schiste par rapport au pétrole conventionnel. Absolument. Le coût de revient en Arabie Saoudite, c'est autour de... En fait, le coût de revient du baril, ce qu'on appelle le coût marginal, il est à $25 le baril. C'est le moins cher au monde, c'est en Arabie Saoudite. L'exploitation du gaz du pétrole de schiste, c'est autour de 75. En Alaska, ça peut monter encore plus. Donc économiquement, c'est pas tenable. Ils peuvent le faire tant que le prix du baril est stabilisé à un niveau. Mais économiquement, c'est pas tenable. C'est une décision interne américaine pour des raisons qui leur sont propres. Quel impact ça peut avoir sur les investissements? Parce qu'on sait que les compagnies pétrolières engagent des investissements dans la recherche de pétrole. Est-ce que ça freine? Est-ce qu'on peut voir diminuer les investissements directs dans ce cas-là? Oui, la particularité en fait de l'exploitation du gaz du schiste ou du pétrole de schiste ou du pétrole non conventionnel, c'est qu'en fait le gisement, la durée de vie du gisement, elle est très courte. Elle est autour de 18 mois à 24 mois. Et donc ce qui fait qu'on a besoin de réinvestir en fait à des périodes qui sont très courtes, ce qui demande beaucoup d'argent pour assurer en fait une production, une croissance de production, un niveau de croissance qui est constant. Donc oui, en fait, si on continue, si en fait les banques américaines continuent d'accepter de financer ce secteur, en fait, ils vont continuer à gonfler en fait une bulle qui s'est en fait formée autour de ce produit. Maintenant, en fait, on doute fort que les banquiers américains vont continuer à financer un tel secteur. De toutes les manières, la recherche pétrolière, de manière générale, augmente lorsque le prix du pétrole augmente. Ça, tout le monde le sait. Surtout l'exploitation en offshore. Parce qu'elle revient beaucoup plus cher que l'exploitation en onshore. Quand le baril de pétrole était à 140 ou à $120,
on a constaté qu'il y a eu pas mal d'opérations de recherche et d'exploration pétrolière partout dans le monde et de découvertes très importantes. Mais quand le baril baisse, on constate un certain ralentissement des investissements dans la recherche pétrolière, surtout en offshore, parce qu'il devient onéreux, avec aucune certitude de vente à l'avenir. Donc les gens traînent un petit peu dans l'exploration, ils traînent dans l'exploitation en attendant des jours meilleurs en termes de prix. Mais pour le schiste, comme il l'a très bien précisé, c'est des cycles assez courts et qui demandent beaucoup d'investissement pour renouveler les gisements, constamment renouveler les gisements. Voilà. Oui, et puis bon, l'Arabie Saoudite aussi optimise ses puits, c'est-à-dire que on optimise la durée de vie des puits, c'est pour ça qu'elle produit par quota. Non, ça c'est l'OPEP qui décide des quotas, c'est l'OPEP. C'est une organisation, un cartel, qui décide qui produit quoi et pendant quelle durée. C'est presque une entente, c'est une entente de production pétrolière pour stabiliser les prix et stabiliser, ne pas inonder le marché à tel point que de créer un crash économique, etc. C'est ça les quotas. La Russie, alors, je vous ai posé la question tout à l'heure. La Russie non plus ne veut pas revoir à la baisse sa production. On répète encore une fois, le secteur est nationalisé en Russie. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que la Russie a besoin de cette manne budgétaire qui est liée à l'exploitation de ses ressources naturelles, que ce soit pétrole, le gaz ou autre, pour faire face à la crise actuelle. La Russie elle est en récession. En fait, les prévisions de FMI donnent en fait un taux de décroissance de 3%. Donc la Russie aujourd'hui, elle est en pleine récession. Elle a besoin de cette manne budgétaire pour pouvoir commencer à redynamiser. Oui, mais alors justement, elle a besoin d'un baril à $140 pour équilibrer son budget. Elle va tenir longtemps comme ça? Non. Non, c'est pour ça qu'on parle du complot, on parle de la théorie du complot, parce que n'oubliez pas qu'il y a l'embargo économique des pays européens sur la Russie, d'un côté, et d'un autre côté, il y a un baril de pétrole très bas, et troisièmement, il y a le dollar qui s'apprécie. Absolument. Donc il y a pas mal de facteurs qui entourent. Disons que la Russie actuellement est sous un état de siège. D'accord? Est-ce que c'est voulu ou pas? Ça, il faudrait le prouver. Moi, en tant que journaliste, je ne peux pas avancer une telle théorie. Mais de toutes les manières, il y a des facteurs objectifs qui disent que le climat international est défavorable pour la Russie et va la pousser jusqu'à la récession, jusqu'à Alors, vous avez commencé cette émission en nous expliquant de manière mécanique, avec le schéma simple de l'offre et de la demande. Et puis là, on est en train de se rendre compte que, finalement, le marché du pétrole réagit aux enjeux géopolitiques. Est-ce que ce marché est vraiment l'otage des enjeux géopolitiques? On peut parler aussi des crises qu'il y a au Nigeria, en Irak, ça joue aussi là-dessus. Il a toujours été. Remarquons une chose. À chaque fois qu'il y avait un conflit dans une zone productrice de pétrole, le prix de pétrole augmente. Par le passé. En 90, la guerre, ce qu'on appelle la tempête du désert contre l'Irak, la guerre Iran-Irak, à chaque fois qu'il y avait un conflit dans une zone productrice, les spéculations faisaient en sorte que le prix de pétrole augmentait parce qu'on anticipait le risque de pénurie, on anticipait le risque de baisse de production. C'est le contraire qui se passe actuellement. C'est ce qui donne raison à ceux qui avancent la théorie du complot. C'est le contraire. En Libye, ça ne marche pas très fort, qui est un très grand producteur aussi. En Iran, c'est le moins qu'on puisse dire. En Iran, en Russie, il y a pas mal de pays qui sont en difficulté. Malheureusement, mais malgré ça, le prix de pétrole n'augmente pas. C'est ce qui fait dire, c'est ce qui donne raison à ceux qui soutiennent la théorie du complot, c'est qu'il y a l'axe États-Unis, Arabie Saoudite font en sorte de garder le prix de pétrole à un niveau très bas pour faire mal à d'autres pays et éventuellement les amener à négocier des accords soit nucléaires pour l'Iran, soit l'affaire Russie-Ukraine pour la Russie, soit le Venezuela aussi, parce qu'il a toujours été la bête noire des États-Unis, donc pour ramener le Venezuela vers des positions plus orthodoxes, etc. Alors, j'ai une question sur Facebook, ça va me permettre de vous en poser une autre. Est-ce que la chute du prix du pétrole aura de mauvais impacts et conséquences sur l'économie mondiale et surtout sur les pays exportateurs? Moi, je rajouterais, quel pays non exportateur, non producteur risque de souffrir le plus du prix du pétrole et quel pays exportateur? Oui, je trouve une question qui est très intéressante et aujourd'hui on a un changement de comportement de l'économie mondiale face au contre-choc pétrolier. Oui. Là on parle du contre-choc, on parle du contre-choc pétrolier. Auparavant en fait l'économie mondiale était très sensible
en fait, à la variation du prix de pétrole. À point les estimations, en fait, Blanchard, qui est aujourd'hui, Olivier Blanchard, qui est aujourd'hui le chef économiste du FMI, le Fonds monétaire international, il a estimé à la fin des années 90 que l'économie mondiale réagit à une augmentation de 10% du prix du baril par une décroissance, une perte de vitesse de production d'un demi-point. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'estimation, la dernière estimation, ou à l'inverse, absolument. Aujourd'hui, l'estimation du même moteur avec un autre co-auteur, en fait, Blanchard avec un autre co-auteur, toujours du FMI, il estime à la fin, en fait, un papier qui est sorti en décembre 2014, il estime que suite à cette baisse du prix de pétrole qui est d'une ampleur, en fait, considérable, 60%, le prix a perdu plus de 60%. Sur une durée qui est très courte, de 9 mois. Suite à cette baisse considérable, l'économie mondiale ne va réagir en fait à la baisse qu'a la baisse est estimée entre 0,3 et 0,7%, qui est très faible, une réaction très faible. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi l'économie mondiale ne réagit pas autant aujourd'hui qu'auparavant à la variation de prix de pétrole? Plusieurs éléments qui expliquent ceci, en fait. La première, c'est que le monde, aujourd'hui, il devient de plus en plus efficace. Et en fait, dans les années 70, juste au lendemain du premier choc pétrolier, pour produire $1000 de richesse, de valeur ajoutée, il faut en fait 2 barils. Il faut consommer 2 barils de pétrole. Aujourd'hui, il faut consommer moins d'un demi-baril de pétrole. Donc on devient de plus en plus efficace dans l'usage et l'utilisation du pétrole. Ça, c'est le premier point. Deuxième, en fait, élément, et qui est très important, c'est l'ouverture commerciale et le développement du commerce international. Ce qui fait que, en fait, plus les entreprises sont en fait exposées à la concurrence internationale, plus ils n'indexent pas l'évolution du prix du pétrole, qui est un facteur de production pour les entreprises, sur leur prix de vente. Ce qui fait en fait, c'est le taux de marge, la marge d'entreprise, qui absorbe une partie de la variation du prix de l'énergie. Et du coup, il n'y aurait pas une indexation automatique de la variation du coût de production sur le prix final du pétrole. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est la fiscalité. En fait, la fiscalité dans le calcul des prix des produits finaux de pétrole. La structure des prix. Absolument. Donc en France, par exemple, dans la structure des prix, la taxe représente 60% du prix. Au Maroc, en fait, ce qui va subir, parce qu'il va profiter aujourd'hui dans le cas de baisse, ce qui va profiter de plus, c'est le secteur du fuel industriel. Dans la structure de prix, en fait, c'est 90%, c'est de brut, c'est de pétrole raffiné. Alors que pour le diesel, le gasoil, en fait, c'est presque moitié-moitié. La moitié, c'est du prix du pétrole raffiné, et la moitié, c'est de la taxation, la TVA et la taxe. Et du coup, en fait, la baisse du prix du pétrole va affecter à la baisse les prix des produits finaux, mais à moitié. Ce qui fait que la baisse in fine ne va pas être très sentie au consommateur final. Parce que l'ampleur de la baisse, en fait, on n'a pas une baisse, si on a une baisse de $1, le baril ne va pas se répercuter de $1 sur les produits finaux, les produits qui sont consommés par les ménages et par les entreprises. J'aurais dû continuer mes études d'économie. Encore une fois, pour faire simple. Non, mais c'est pas... Après, on peut se demander. Alors là, on a une explication simple pour essayer de comprendre quelles conséquences ça peut avoir. Un esprit naïf peut se dire baisse du prix du pétrole, ça encourage l'économie mondiale, la croissance, etc. Pas autant, finalement, mais la question qu'on peut se poser, c'est quel va être le contre-coup lorsque le prix du pétrole va réaugmenter et revenir à des niveaux de prix qu'on a connus par le passé très récents. Mais ça dépend. D'abord, il faut préciser que cette baisse arrive dans une conjoncture un peu spéciale. On est dans une phase où l'économie mondiale est au ralenti. Il n'y a que les États-Unis qui s'en sortent avec une croissance de 2,5%. Et nous, on va s'en sortir avec une petite pause et on revient juste après pour que je vous coupe maintenant, pour que vous puissiez continuer votre explication. On se retrouve dans quelques instants.